Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 14 décembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous livrer cet avant-match CD Olympia Impact de Montréal. C'est le match retour demain, 20h du côté de Orlando. Gros line-up ce soir. On met la table, bien sûr, pour cette rencontre-là. Et pour mettre la table, justement, on va revenir sur le dernier duel face à Olympia. La saison également du CD Olympia qui connaît quand même beaucoup de succès cette année. On va regarder les forces en présence. Les clés pour gagner pour l'Impact de Montréal, le 11 projeté, du moins ma projection à moi. Et on va revenir en toute fin de podcast, si on a le temps, sur la liste de protection de l'Impact de Montréal. Bref, si on revient sur le dernier duel, il faut remonter au 10 mars 2020 du côté du stade olympique. Alors que l'Impact s'incline 2-1 face à CD Olympia. Ça n'a pas été le meilleur match de Clément Diop dans cette rencontre-là. Il faut se rappeler 2 buts qu'il aurait pu sans aucun doute arrêter. Et pour CD Olympia dans cette rencontre-là, c'est 2 tirs au but. C'est 2 buts marqués. Bengtsson à la 15e minute, Ben Goucher à la 41e minute. Et on retirait donc au vestiaire avec un déficit pour l'Impact de Montréal de l'ordre de 2-0. C'était beaucoup mieux alors qu'on avait commencé le match du côté de Thierry Henry en 3-5-2 avec, souvenez-vous, Binks, Fanny, Waterman. On avait Corrales et Broguillard qui jouaient les pistons, Wanyama, Piet et Taider comblaient le milieu alors que Kyoto et Urruti étaient tout juste devant. Mais on avait modifié tout ça en cours de mi-temps pour revenir en deuxième mi-temps avec un 4-3-3. Beaucoup mieux pour l'Impact. Et souvenez-vous, dans cette rencontre-là, l'Impact de Montréal qui a complètement dominé la deuxième demi. Un but magistral de Saphir Taider qui était à mi-chemin entre le cercle d'engagement et la boîte réservée aux gardiens. Tout un but, sans aucun doute, un des plus beaux de l'Impact cette saison. Donc ça, c'était le dernier duel. On avait du côté de CD Olympia un 4-4-2, l'habituelle formation, celle qu'on devrait voir demain pour le CD Olympia. Mais ce qui est intéressant de surveiller là-dedans, c'est que l'Impact a quand même dominé ce match-là. Hein? Parce que c'était quoi le jeu de CD Olympia lors de cette rencontre-là? C'était la contre-attaque. L'Impact a l'avantage de la possession, 74-26. Et ce qu'on voulait du côté de CD Olympia, c'est de laisser l'Impact progresser et de composer donc sur les contres. Si vous avez regardé les matchs dernièrement de CD Olympia, c'est très, très vertical comme jeu. Donc, beaucoup de kick and run où on va chercher les deux avant-centres pour aller marquer dans cette formule, donc 4-4-2. On a 2 attaquants qui sont un petit peu plus au centre que dans les couloirs, sans être nécessairement plein axe. Et c'est ce qui aura fait la force de l'Impact de CD Olympia dans cette rencontre-là. 11 tirs par l'Impact de Montréal, 3 cadrés, 7 corners. C'est un peu l'histoire de cette dernière rencontre-là. Depuis ce temps-là, il s'en est passé des affaires, il s'en est coulé de l'eau, il s'en est écoulé des masques. C'était donc la saison de CD Olympia en Liga Nacional Football du Honduras, la LINAFoot, inaugurée en 1965. C'est quand même pour CD Olympia 31 titres. C'est le double de l'équipe qui la suit. Donc, de l'extérieur, des fois, on peut dire, bon,
si on regarde la saison de CD Olympia, ça sera pas facile pour l'Impact de Montréal avec la jeune formation qu'ils vont présenter demain. Ça sera pas facile de réussir à tirer son épingle du jeu. Mais pour CD Olympia, c'est 31 titres et Montagua suit derrière à 15 titres. Le Real Espana à 12 titres, le CD Marathon à 9. 8 victoires en ligne pour CD Olympia, 10 victoires cette saison, 11 avec celles obtenues en CONCACAF. Si on regarde les 4 dernières performances de CD Olympia, c'est une victoire de 3-1, 1-0, 2-0, 5-0. Alors, c'est une saison où CD Olympia, oui, s'est démarqué, mais faut dire une chose par contre, c'est que le championnat Honduras est un calibre beaucoup moins relevé que ce qu'on peut rencontrer présentement dans le circuit de la MLS. Donc oui, c'est une bonne formation, mais quand même, si on regarde le circuit présentement du Honduras, il y a 2 seules formations qui jouent pour 500. Donc, on a 2 équipes de tête et le reste essaie de se battre pour survivre et ramasser les miettes. Mais ça sera un match sans aucun doute très, très, très physique demain soir. Encore une fois, je pense que chaque match est très, très, très physique face au club du Honduras. L'avantage, sans aucun doute, que pourra avoir l'impact de Montréal dans cette rencontre-là, c'est qu'elle ne sera pas donc présente au Honduras. C'est pas un désavantage pour le Honduras, mais c'est un avantage pour l'impact, pour ces jeunes joueurs, pour cette jeune formation, de ne pas subir la pression des ultras de CD Olympia qui sont là, qui font du bruit, qui sont bruyants, qui sont tannants, mais de ne pas être donc au Honduras, mais de plutôt être à Orlando. Je pense que dans les circonstances, ça peut aider l'Impact de Montréal qui affronte donc en quart de finale de la Ligue des champions CONCACAF, CD Olympia, qui est sur toute une saison. Donc, 8 victoires consécutives, 10 victoires cette saison, 11 si on inclut celle de la CONCACAF. Alors, ce sera intéressant de regarder ce duel-là et j'espère que vous êtes aussi excités que je le suis parce que j'ai vraiment hâte à ce match-là. C'est le dernier match de l'Impact de Montréal. Timing est peut-être pas bon parce que là, on sait qu'Austin va procéder. On va voir tantôt la liste de protection. Va procéder à son repêchage en soirée. Donc, s'il y a des joueurs de l'Impact qui doivent partir, ils le sauront avant le match. Le timing est peut-être pas bon, mais faut composer avec la réalité de cette saison 2020. Et faudra se concentrer donc sur les forces en présence, autant sur le terrain et cette capacité-là qu'a CD Olympia de jouer. Donc, c'est quoi les forces de CD Olympia? Clairement, la force physique, puisque il y a énormément de cartons qui sont distribués dans le circuit du Honduras. C'est des matchs qui sont très intenses. C'est des matchs qui sont très physiques. Faudra que l'Impact de Montréal surveille ses arrières à tout bout de champ lors de cette rencontre-là. S'ils veulent pas sortir amochés physiquement de ce duel, il faudra faire attention à cette formation CD Olympia qui sera très physique. Force également pour CD Olympia, c'est sans aucun doute la contre-attaque. Je pense que c'est clairement ce qu'ils vont jouer demain. Et puis, ils vont jouer donc en 4-4-2, vont jouer sur les 2 attaquants, presque au centre Arius qui est là avec nous, que je prends le temps de saluer via la plateforme donc Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. CD Olympia, ils ont un bon momentum depuis plusieurs semaines. L'Impact envoie un gros message avec sa liste des joueurs non protégés. Effectivement, et je veux qu'on se garde du temps justement à la fin du podcast pour en parler de cette liste de joueurs non protégés chez l'Impact. Je pense qu'on essaie de passer des messages, entre autres à notre gardien de but. Mais
demain, l'Impact doit sortir quand même un gros match. Alors, faut surveiller la contre-attaque. On sait que ça va jouer très vertical et c'est une force chez le CD Olympia de jouer cette verticalité-là dans cette rencontre-là et de prendre le ballon en contre-attaque. Donc, Arboleda, Ben Goucher, Bengtson, Eddie Hernandez également, qui connaît de belles performances présentement avec le CD Olympia, seront sans aucun doute les joueurs qu'il faudra maintenir à l'œil lors de cette rencontre-là. Mais il y a quand même des clés pour gagner. L'Impact peut tirer profit de cette rencontre-là. Je vous rappelle que l'Impact cherche un gain par au moins 2 buts, donc l'Impact peut pas se contenter de demi-mesure demain, peut pas se contenter d'une victoire d'1-0, doit gagner et marquer au moins donc 2 buts. Alors, il y a des clés pour l'emporter. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être de demander à nos latéraux de jouer le rôle de piston et de vraiment aller supporter cette attaque-là. L'Impact doit défendre haut, doit jouer vers l'avant, doit attaquer très rapidement dans le match. Une des clés, sans aucun doute, pour gagner cette rencontre-là sera de marquer tôt dans le match. Et là, il faudra faire attention parce que si on marque tôt dans le match, c'est sûr que le niveau d'intensité physique, la frustration chez CD Olympia va augmenter et rapidement, on va chercher les jambes chez les joueurs de l'Impact. Donc, il faudra se méfier dans cette rencontre-là, mais je pense que l'Impact a les atouts pour emporter ce match-là. Je vous le rappelle, l'Impact de Montréal présente une meilleure formation que le CD Olympia, bien qu'ils soient bons, sont dans un championnat de moindre envergure au Honduras et on est en mesure de prendre la mesure de cette rencontre-là. Parce que si je regarde le dernier 11 de départ qu'on a utilisé face au CD Olympia, je lis ici, Binks, Fanny, Waterman. Ça avait mal parti avec cette défensive à 3. Corrales et Broguillard en piston. Wanyama, Piet, Taider au centre. Faudra composer avec l'absence de Taider, bien sûr, Kyoto, Urruti. Et faudra se démener sans Urruti, mais je pense qu'on devrait être en mesure donc de le remplacer. Alors, ceci étant, ça nous transporte vers le 11 projeté. Qu'est-ce que on va apporter comme 11? Avant de vous le présenter, je veux vous donner les pistes qui m'ont amené à choisir le 11 que je vous présente ce soir. Moi, je pense sincèrement que lors de la dernière rencontre, je remonte au mois de mars dernier face à CD Olympia. On avait beaucoup mieux fait dans une formation à 4-3-3 en deuxième demi. Et je pense que vous l'avez observé également si vous avez regardé le match. La deuxième portion de cette rencontre-là a été nettement à l'avantage de l'Impact de Montréal. On était à un tir de pénalité de remporter ce match-là ou à tout le moins d'aller chercher un verdict satisfaisant. Dans cette rencontre-là, je pense que Clément Diop aurait pu nous en donner un petit peu plus également dans cet affrontement. Mais somme toute, je pense que l'Impact a connu en mars dernier un meilleur match que celui de CD Olympia. Donc, ceci étant, la deuxième demi, avantage net à l'Impact de Montréal dans une formation 4-3-3. Alors, je vais partir de là. Un 4-3-3, c'est la formation qui a connu le plus de succès face à CD Olympia. Souvenez-vous du dernier match face au Revolution, alors que l'Impact s'est fait sortir. On avait un Rudy Camacho qui évoluait en 6 devant une brigade défensive. J'ai aimé le jeu de Camacho dans cette rencontre-là. Je pense qu'il avait démontré de belles choses. Donc moi, je vais y aller personnellement avec ce genre de formation-là, avec un Camacho devant. Donc j'y vais de mon 11 projeté
à l'instant. Formation donc 4-3-3. Je vais y aller avec Kiza, Binks, Waterman et Zachary Broguillard devant Clément Diop. Clément Diop, jusqu'à nouvel ordre, devrait être le gardien de but titulaire pour cette rencontre-là. Peut-être qu'il sera demain. On le verra, accueilli par Austin, Texas. Il est sur la liste de joueurs qui seront rendus disponibles par l'Impact de Montréal. Je vais en revenir dans quelques instants sur cette liste et le choix de mettre Clément Diop sur cette liste-là. Mais à la défensive, Kiza, Binks, Waterman et Zachary Broguillard. Si j'en reviens donc au dernier 11, on avait Binks, Fanny, Waterman, Corrales et Broguillard dans un schéma défensif à 3, mais avec deux latéraux en piston. Donc, je pense qu'on va être beaucoup plus stable à 4 défenseurs. Mustapha Kiza, on se le cachera pas. Je pense qu'on a clairement un avantage sur Corrales. Alors, ça devrait être bon. Broguillard devrait être capable également de connaître un bon match. Je place Rudy Camacho juste devant cette défensive-là parce qu'il a démontré de belles forces lors du dernier match de l'Impact de Montréal dans cette saison championnat MLS. Wanyama, Piet, respectivement milieu de terrain gauche et droite devant Camacho. Je pense que ça va de soi. Wanyama, certains émettent des réserves à l'idée de le voir titulaire pour cette rencontre-là. Quand même joué donc des matchs de sélection nationale et quand même un joueur désigné. Je pense qu'il a une bonne éthique de travail. Donc, je suis pas en mesure de vous dire si Wanyama est à 100% game shape, mais ceci étant, je pense que vu la profondeur qu'on a présentement, on n'a pas le choix. On cherche une victoire. On cherche une victoire par 2 buts lors de cette rencontre-là. Donc, j'y vais avec Wanyama. Il me restera quand même des options sur le banc en Maciel. Je peux jouer également avec Sedic lors de cette rencontre-là. Bref, il y a quelques possibilités qui s'offrent à Thierry Henry en le jouant comme ça. Faudra voir s'il a 90 minutes dans les jambes, Victor Wanyama, demain soir. Mais le début de match nous le dira assez tôt si oui ou non on est en mesure de compléter le match. Kyoto et Toy en attaque, tout juste devant Kyoto, MVP clairement de la saison chez l'Impact de Montréal. Je pense qu'on peut pas faire autrement que le mettre là. Mason Toy, je pense sincèrement c'est une question de forme physique. Semble plus à l'aise que Orji Okonkwo qui revient de blessure. Je suis pas sûr que Orji a 90 minutes dans les jambes. Alors, j'y vais avec Mason Toy. C'est pas un avantage, c'est pas un désaveu sur Orji, mais je pense que si Orji est en mesure de nous offrir un gros 20 minutes, un gros 30 minutes, on va le prendre. Dans les circonstances, on veut partir cette rencontre-là pleine jambes. Et l'objectif de l'Impact, on se le cachera pas, l'objectif va être de marquer très, très tôt dans cette rencontre-là pour pouvoir espérer aller chercher ce différentiel de plus 2 dont on a besoin dans cette rencontre-là. Sedic va être le chef d'orchestre de cette rencontre-là. Il a énormément de pression présentement sur les épaules, doit prendre le rôle de Boyan, qui, on le sait, est en négociation présentement. Je pense que on peut faire une croix sur Boyan pour la prochaine saison. Ça m'étonnerait qu'on revoie Kirkic avec le 11 montréalais la saison prochaine. Mais moi, je pense sincèrement que le 11 que je vous présente aujourd'hui, il est logique et il nous permet également de maintenir une certaine profondeur chez l'Impact de Montréal parce qu'il garde quand même quelques attributs sur le banc de Thierry Henry. Donc, on aura accès à Anthony Jackson-Hamel. On aura accès à Orji Okonkwo pour bouger un petit peu. Si Wanyama est pas là, on peut redescendre Sedic
et ajouter justement soit un Anthony Jackson-Hamel pour un gros 20 minutes, un gros 30 minutes ou encore bouger Mason Toye pour Orji Okonkwo. Mathieu via YouTube qui nous dit c'est un bon 11. Je pense que oui, sincèrement, Mathieu. Je crois sincèrement que l'Impact a une chance de l'emporter. S'il le joue comme ça, en 4-3-3, avec Kiza et Broguillard qui sont ici, mais viennent monter donc rapidement sur le terrain, on devrait réussir à prendre CD Olympia un peu au dépourvu parce que c'est plutôt pauvre au niveau du milieu de terrain et de la défensive là-bas. La grande force, comme je vous disais, c'est la contre-attaque là-bas. Et sur un 4-4-2 flat où tu joues simplement sur tes deux attaquants en contre-attaque, ben ça va être intéressant d'avoir un milieu et d'aller construire là parce que c'est là qu'on va faire les plus belles actions. Mais par contre, il faudra faire attention et surveiller qu'est-ce qui va se passer exactement chez CD Olympia et comment on va se la jouer du côté de CD Olympia et comment surtout on va réagir à cette pression très tôt dans le match. Donc moi, ce que je veux, c'est un bloc très, très haut. En début de rencontre, on veut prendre la mesure du CD Olympia très tôt dans le match. On est à Orlando, dans un stade qu'on a vu, dans un stade qu'on connaît. On devrait rapidement trouver son aise, trouver ses positions. On a des jeunes qui arrivent dans le giron de l'Impact de Montréal. Faudra les utiliser et les utiliser à bon escient. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis les 4 jeunes sur l'alignement de départ à titre de titulaire. Mais je pense qu'il y a certains joueurs parmi les nouveaux venus qui pourraient prendre un gros 20 minutes dans cette rencontre-là. On a Sean Rea qui pourrait voir des minutes. On a quelques options donc disponibles pour Thierry Henry et on pourrait s'en servir également pour surprendre le CD Olympia parce qu'on aura très peu de data sur ces joueurs-là. Donc, des séquences vidéo, il n'y en a pas trop en circulation. Alors, faudra profiter de cet avantage-là et cette carte cachée-là de Thierry Henry pour prendre la mesure, donc, dans cette rencontre-là, du CD Olympia. On se transporte sur cette fameuse liste de protection. Je vous ai dit Clément Diop est celui que j'envoie devant le filet, mais l'Impact de Montréal a fourni aujourd'hui la liste des joueurs qui seront disponibles au repêchage d'expansion pour le Austin FC, qui rejoindra donc le groupe de la MLS en 2021. La liste, elle est donc connue et le repêchage sera effectué demain soir, 18h, donc un petit peu avant justement le match face à CD Olympia. Donc Clément Diop est disponible, Rudy Camacho, Corrales, Fanny, Raitala, Boyan, Saba, Sean Okonkwo, Urruti et Anthony Jackson-Hamel. Donc, c'est un peu pour ça également que je n'ai pas mis Orji Okonkwo comme étant titulaire sur cette rencontre-là. Moi, je pense que, mentalement, c'est mieux d'avoir des gars qui sont en confiance, qui sont là. Anthony Jackson-Hamel, c'est un peu différent. Je pense que c'est la dernière chance pour lui de se faire valoir et d'aller essayer de se chercher un contrat. Donc, s'il peut avoir des minutes pour essayer de mousser sa candidature auprès d'une formation, ça va être le temps de le faire dans cette rencontre-là demain. Pour Clément Diop, je pense qu'on y envoie un message clair, parce qu'il fait partie de cette liste de joueurs qui sera disponible. Pas tant un désaveu à son égard parce que je pense que Clément Diop s'est rendu de fiers services à l'Impact de Montréal tout au long de la présente saison. Mais clairement, on y envoie un message. Lui qui était sorti, souvenez-vous, sur la place publique pour dire « Je comprends pas, j'ai pas de nouvelles de l'Impact, il n'y a pas de discussion. » Donc là, je pense que on est quand même dans une position, sans dire de force,
mais avec 3 gardiens dans l'entourage de l'Impact de Montréal, je pense que c'est un risque qu'on peut se permettre de prendre chez l'Impact de Montréal sans être nécessairement pris au dépourvu si jamais on devait le perdre. Arius nous dit c'est vraiment le début d'un nouveau projet sportif pour l'Impact de Montréal et c'est clairement le cas. C'est clairement le cas parce que quand on regarde cette liste, et je vais en revenir sur la liste des joueurs disponibles, là-dessus, on a Clément Diop, on a Camacho, sur qui plusieurs ont décrié cette saison les performances en dents de scie, on va appeler ça comme ça, de Camacho. Corrales n'était plus dans les plans, donc on veut vraiment au niveau des latéraux se mettre à la page et avoir des latéraux modernes comme c'est le cas en 2021. Rod Fanny qui est rendu disponible, lui aussi, Papy Fanny, donc fait partie de cette vieille mouture de l'Impact avec laquelle on est prêt à faire une cassure. Yuka Raitala, qui était quand même le capitaine de l'Impact de Montréal, et clairement, on est prêt à s'en départir. Boyan, vu les circonstances, je pense qu'on n'avait pas le choix. Saba, qui n'aura jamais vraiment eu la chance de s'exprimer avec l'Impact de Montréal, et sur cette liste, Shamit Chaume, on l'a su, est une question de circonstances, mais Urruti Okonkwo et Anthony Jackson Hamel, je pense que ne font plus partie tout simplement des plans de l'Impact. Ils ont gardé Balou avec toute surprise. Sincèrement, je pensais, Arius, que Balou allait faire partie de cette liste de joueurs qui seraient rendus disponibles pour l'Impact de Montréal. Et je ne sais pas si on a un plan B sur Balou. Est-ce qu'on a eu des négociations présentement avec des équipes, donc on aimerait mieux le garder et éventuellement le transférer via une autre formation dans une opération qui pourrait être un peu plus intéressante. Est-ce que on a quelque chose du côté de Bologne pour Balou? Est-ce que il y a d'autres plans? Est-ce qu'on veut le prêter et voir son développement également, mais s'assurer de le garder? Je pense que c'est un joueur qui avait énormément de potentiel, qui a brûlé énormément de chances. Je pensais sincèrement, lors des derniers matchs, qu'il avait brûlé tout ce qui lui restait comme opportunité de briller au sein de l'Impact de Montréal. Force est d'admettre que, comme un chat, il a plusieurs vies et ça lui permettra donc d'avoir une chance de renouer. Mais il a besoin de jouer et ça, je pense que c'est la clé. Balou Tabla a besoin de voir du terrain. Balou Tabla a besoin d'avoir des minutes de jeu. Et si c'est pas en MLS, ça doit être en CPL par un prêt à une formation. Ça doit être avec les U23. Ça doit être peu importe où. Il faut lui trouver une place pour qu'il soit titulaire, qu'il ait ce contact avec le gazon, ce contact avec la balle, avec les coéquipiers, qu'il se rebâtisse une confiance et surtout une envie de jouer. Il faut que le soccer, parce qu'on sent chez Balou de l'extérieur, je sens que le projet dévie un petit peu. Donc, faut que le soccer redevienne une priorité et un projet, à mes yeux, à moi, pour Balou Tabla, parce que je pense que là, il est en train de perdre ses moyens, il est en train de perdre confiance en sa personne, et on l'a vu, cette situation-là avec Boyan, ça lui a coûté énormément. Lui qui devait être le prochain Lionel Messi, le remplaçant Lionel Messi, on a mis beaucoup d'espoir, mais également beaucoup de pression sur les épaules de Boyan. Donc, je pense que faudrait regarder tout ça. Samuel via Twitter qui nous dit « Penses-tu que le fait de ne pas protéger Clément Diop ouvre la porte à une transaction? » Moi, je pense sincèrement que si on regarde, Samuel, les statistiques de l'Impact cette saison, je pense que Clément Diop a rendu quand même de fiers services à l'Impact de Montréal, mais force est d'admettre que l'Impact de Montréal est une des formations du circuit Garber qui alloue le plus de buts
soir après soir, tout au long de la saison. Donc, Clément Diop, malgré qu'il a sauvé les meubles à plusieurs occasions, n'est pas présentement un gardien dominant en MLS. Est-ce qu'il va le devenir? Peut-être que oui, parce qu'il y a quand même des bonnes attitudes. Balle au pied, je suis pas certain. Je pense que Pantémis sur la relance est avantagé face à Clément Diop. Donc, je pense que c'est une question de timing. Présentement, fallait mettre des joueurs disponibles et là on s'est dit bon, si on perd Diop et qu'on a Pantémis en réserve, je pense qu'on est pas mal pris. Un gardien de but, c'est pas la chose la plus difficile à trouver non plus en MLS, mais je pense qu'il y a rien de fermé. Sam, pour être franc, là, je pense qu'il n'y a rien de fermé dans le cas de Clément Diop. Et si l'Impact de Montréal a la chance de mettre le grappin à juste prix sur un gardien de but qui pourrait établir sa marque, mais je pense que l'Impact de Montréal va augmenter son coefficient d'efficacité d'énormément parce que il y a plusieurs matchs où Clément Diop aurait pu, oui, il a sauvé les meubles, mais il y a certains matchs où il aurait dû effectuer la grosse arrêt et il ne l'a pas fait. Donc ça, je pense que si on est capable de trouver ce gardien de but-là, qui aura ce rôle-là de sauver des matchs et si l'Impact termine la présente campagne avec 2-3 victoires additionnelles, le portrait est différent du classement des séries d'après-saison. Arius nous dit peut-être, oui, il reste que l'équipe réserve de l'Impact a un gardien en Bologne, donc c'est quelque chose qui se peut. Samuel qui nous dit, en effet, mais à l'époque, il a été signé comme gardien de transition pour Pantémis. Moi, Sam, c'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, je pense que le gardien d'avenir chez l'Impact de Montréal, présentement, c'est Pantémis. Donc, le pari qu'on fait à ce moment-ci, c'est de dire, on n'est peut-être pas prêt à lancer Pantémis, mais si on doit absolument le faire, on va lui faire confiance et on va le déployer tout de suite. Mais présentement, on est à l'aise avec Clément Diop. On y en veut pas. Il est là. Il nous rend fiers service. Mais c'est sûr que c'est pas le gardien d'avenir de l'Impact de Montréal. Ses multiples erreurs, notamment les erreurs de débutants, de dégager sur corner, etc. Enfin bref, là-dessus, Sam, je te rejoins énormément. Moi, je pense que la difficulté présentement avec le jeu de Clément Diop, c'est sorti justement des fois mal planifié, principalement sur les corners. Donc souvent, on va demander au gardien d'être à l'avant-plan et d'aller boxer le ballon. Et ça, à plusieurs reprises, on l'a manqué cette saison. On a accordé quand même plusieurs buts sur corner, alors qu'il aurait dû être au front sur certains de ces ballons-là. La reprise. Combien de fois cette saison, je les ai pas dénotés, mais combien de fois cette saison Clément Diop a remis le ballon à un adversaire, et ça fait mal quand tu es dans le dernier tiers de ton terrain. Il dit, t'as pas idée combien de fois j'ai sacré. Non, c'est ça. Fait que ces petites erreurs-là, bout à bout, Sam, peuvent faire la différence entre être à l'extérieur du portrait des séries et gagner 2-3 places, parce que c'était serré, hein. Souvenez-vous le classement en toute fin de saison, hein, on s'est battu jusqu'à la fin pour savoir où est-ce qu'on allait être, mais si on gagne 3 matchs de plus parce que notre gardien ne fait pas ces erreurs de base qu'on devrait pas voir dans le circuit de la MLS, mais si on met la main sur 9 points de plus, ça fait une méchante différence dans une saison et l'Impact respirerait beaucoup mieux présentement. Donc demain, gang, ça fait le tour pour ce soir. Demain, on est là avec vous sur les réseaux sociaux pour suivre le match avec vous et dès la fin de la rencontre, je vous attends pour le débrief d'après-match. Donc, je vous laisse avec mon 11. Kiza, Binks, Waterman, Broguillard, Wanyama, Camacho et Piet.
Kyoto, Sedic et Toy. Je pense sincèrement que l'Impact peut emporter cette rencontre-là demain soir. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que l'Impact a été volé au dernier match? Moi, j'ai tout le temps de la misère, Sam, sur un match de 90 minutes où ce qu'on se dit, l'Impact a été volé. L'Impact s'est fait voler un penalty, certes, ça aurait pu égaliser, niveler les chances des deux côtés parce qu'on aurait ramené tout le monde au point de départ. Rajoute un but à l'Impact, dans le fond, ça se termine 2-2. Mais est-ce que l'Impact s'est fait voler le match? Si dans 90 minutes de jeu, ta seul espoir de remporter le match, c'est que l'arbitre t'adresse un penalty, mais je pense qu'il t'a manqué quelque chose dans la rencontre. Donc, faut faire attention à ce niveau-là. Arius nous dit « Great job ». Merci à toi, Arius. Sam nous dit « Arbitrage merdique tout au long, les histoires ridicules de civière ». C'est ça, je veux dire, oui, ça c'est sûr. Et ça va être pareil demain. Hein. C'est toujours ça contre les formations du Honduras. Et si vous allez voir le match, pas le match, mais l'historique de la saison, regardez le nombre de cartons jaunes, de cartons rouges qui a été émis dans ces matchs-là. C'est fou raide. Prédiction 2-1 Olympia pour Arius. Moi, sincèrement, Arius, je vais y aller 3-1 pour l'Impact de Montréal. Je pense que la jeunesse de l'Impact, la fougue, le fait que certains jeunes vont vouloir se prouver, vont vouloir prendre le match et démontrer à Thierry Henry qu'ils peuvent être partants la saison prochaine. Parce qu'il y a, d'un côté, on a l'Impact qui a une formation très jeune. Ça pourrait jouer contre eux, mais de l'autre côté, il y a une formation qui a tout à prouver, qui ont des joueurs qui veulent prendre leur place. Et si je regarde, je reviens 30 secondes sur le 11 que je vous ai présenté. Sedic, c'est pas fait. C'est pas gagné sa place de titulaire avec l'Impact de Montréal. Mason Toye, ce n'est pas gagné non plus. Moustapha Kiza, bien que sûrement qu'on va le préférer aux joueurs qu'on vient de signer, mais il y aura quand même une compétition avec les joueurs qui arrivent de l'Académie. Waterman, c'est pas fait non plus si on devait avoir quelqu'un de plus solide en défensive centrale. Donc, c'est tous des joueurs qui voudront prouver qu'ils ont leur place. Et ça, ben, ça peut souder un groupe, ça peut les aider à passer au travers de bien des difficultés. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'Impact va sortir un gros match. Thierry Henry va avoir encore un lapin à sortir de son chapeau. Je pense qu'il va changer 3-4 fois de schéma tactique dans cette rencontre-là, mais on devrait réussir à avoir l'Impact. Et là, après, on reparlera des autres matchs, mais là, ça va être plus difficile. Si l'Impact doit rentrer en demi-finale avec l'alignement qu'on a présentement, mes compagnes des équipes comme Tigres, là, ça risque d'être pas mal plus compliqué. Mais on va y aller un match à la fois. Ça joue 90 minutes, ça joue sur le terrain. Donc, les gars devront vivre chaque minute, chaque seconde avec l'intensité qu'il faut pour remporter cette rencontre-là. Et je pense qu'on pourra passer au travers si on le fait bien et si on le fait surtout collectivement et que l'Impact débute le match très tôt, très agressif. Donc, moi, je dis 3-1 pour l'Impact de Montréal. Là-dessus, bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain tout de suite après le match pour le débrief.